Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire la résolution de cet exercice, d'accord? Donc, je rappelle tout simplement, brièvement, ce qui est demandé. Donc, nous avons un moteur à courant continu, à excitation indépendante, constante, d'accord? Avec une tension d'alimentation de mon moteur de 240 volts, la résistance R égale à 0,5 ohm, d'accord? Et vous avez la puissance absorbée par mon inducteur qui est égale à 250 watts. On me donne les pertes collectives 625 watts. L'intensité qui parcourt mon induit, elle est de 42 ampères, fonctionnement nominal avec une vitesse de 1200 tours par minute. Alors bien sûr, ce qui est demandé, c'est de calculer bien sûr la force électromotrice, d'accord, de mon induit, hein, de calculer la puissance absorbée totale, la puissance électromagnétique et la puissance utile, de déterminer ensuite le couple utile avec le rendement. Et on me dit que si l'intensité, au lieu qu'elle soit de 42 ampères, elle est de 30 ampères, je dois calculer la nouvelle vitesse de rotation. Alors que devient le couple utile à cette nouvelle vitesse et on va calculer également le rendement à cette nouvelle vitesse. D'accord? Donc voilà un peu, si vous voulez, hein, le résumé de l'énoncé qui a été fait lors de la dernière vidéo. Alors on va attaquer la résolution. Alors comme règle générale, d'accord, dans tout exercice qu'on vous donne, vous devez absolument schématiser, d'accord, c'est-à-dire votre moteur, excitation indépendante, excitation série, parallèle, etc. Parce qu'on peut très bien ne pas vous donner hein, le schéma dans l'énoncé. Donc le schéma, il va vous faciliter, si vous voulez, hein, ce qui est donné dans l'énoncé. Alors quand je représente mon schéma, bien sûr, ici j'ai mon inducteur, ici j'ai mon induit. Alors mon inducteur, donc bien sûr, ici je vois que j'ai une excitation séparée. Donc au niveau de mon inducteur, qu'est-ce que j'ai? Normalement j'ai le courant d'induit, d'excitation, pardon, j'ai le courant d'excitation IE, d'accord? J'ai la résistance petit r. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai une puissance absorbée au niveau de mon inducteur. J'ai une puissance absorbée qui est égale à 250 watts. D'accord? Donc vous allez poser, c'est-à-dire vos, comment dirais-je, c'est-à-dire les données de l'énoncé du problème au fur et à mesure au niveau, d'accord, de votre schéma. Alors au niveau de mon induit, qu'est-ce que j'ai? J'ai une intensité I, d'accord? Alors cette intensité I, on me dit que I est égal à 42 ampères, d'accord? 42 ampères, fonctionnement nominal. Ici, bien sûr, donc ici j'ai la force électromotrice E. Donc E, je ne la connais pas, c'est ce qu'on me demande. On me demande de calculer cette force électromotrice E. Ici, j'ai la résistance grand R. On me dit que grand R est égal à 0,5 ohm. 0,5 ohm. Et qu'est-ce qu'on me dit également? On me dit que j'ai une tension, d'accord, c'est-à-dire qui est aux bornes hein, de mon induit de 240 volts. Donc voilà la tension U. La tension I est égale à 240 volts. Voilà un peu, c'est-à-dire les données, d'accord, au niveau hein, de mon schéma. La puissance absorbée par mon inducteur 250 watts, le courant pendant le fonctionnement nominal de mon induit, il est de 42 ampères. La force électromotrice, je ne la connais pas, on me demande de calculer cette force électromotrice. Et la tension, d'accord, appliquée hein, sur mon moteur, elle est de 240 volts. Bien. On me donne également les pertes collectives, d'accord? Donc, on me dit que les pertes collectives, que je vais noter ici, les pertes collectives, d'accord, ils sont égales à 625 watts. 625 watts. Voilà les pertes collectives. Et on me dit que le moteur, il va tourner à une vitesse N1 égale à 1200 tours par minute.
Donc je viens de reprendre, c'est-à-dire l'énoncé du problème, d'une manière beaucoup plus simple et d'une manière qui va me permettre de résoudre le problème. Donc je répète, la première des choses à faire, c'est-à-dire de schématiser, d'accord, l'énoncé, c'est-à-dire le problème. Schématiser votre moteur à courant continu. Est-ce qu'il est excitation indépendante? Donc ici, je vais mettre excitation. Je dois tout noter, d'accord? Excitation indépendante. Constante. Très important, hein? Constante. Il ne faut rien oublier. Hein? Excitation indépendante, constante. Voilà. Donc, on va commencer déjà par déterminer cette force électromotrice et on va y aller doucement. Alors, je sais que pour un moteur à courant continu, la tension U, hein, appliquée aux bornes de ce moteur en fonction de la force électromotrice, donc G U est égal à E, d'accord, plus RI. Hein? De là, je vais tirer la force électromotrice E qui est égale à U moins RI. C'est bon? U, je la connais, c'est 240 volts. R, 0,5 ohms et I, 42 ampères. Donc, je peux écrire, c'est-à-dire je peux déterminer E. Alors, E est égal à 240 moins 0,5 que multiplie 42. Et je vais trouver une valeur de E qui va être égale, donc E va être égale à 219 volts. 219 volts. Donc voilà la valeur de la force électromotrice de mon induit, hein, de mon moteur à courant continu. Hein, elle est égale à 219 volts. Donc je vais reporter ici, si vous voulez, toutes les valeurs que je vais trouver, comme ça je vais les conserver. Donc je vais marquer, alors E est égal à 219 volts. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on me demande dans la deuxième question? Dans la deuxième question, on me dit de calculer la puissance absorbée totale de mon moteur. Donc, on va calculer cette puissance absorbée totale. Normalement, puisque j'ai l'inducteur et j'ai l'induit, ça veut dire que la puissance absorbée totale, elle est égale à la puissance de mon, c'est-à-dire au niveau de mon induit, donc la puissance absorbée par mon induit, je vais appeler I, d'accord, plus la puissance absorbée par mon inducteur, c'est cette puissance, donc plus PA. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Il ne faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire si on ne vous donne pas cette puissance absorbée par l'inducteur et on vous donne le courant d'excitation et on vous donne la tension, vous devez la calculer. Quand est-ce que nous n'aurons, c'est-à-dire en cas d'aimant permanent, là nous n'avons pas, c'est-à-dire de valeur de I ni de U puisque c'est un, c'est-à-dire aimant permanent. Alors ici, ça va être égal. La puissance absorbée par mon inducteur, c'est la tension au bord de mon inducteur multipliée par le courant, plus cette puissance PA qu'on m'a donnée qui est égale à 250 watts. Ça va être égal à 240, d'accord, multiplié par le courant qui est de 42 ampères, plus 250. Et je vais trouver une puissance absorbée totale qui va être égale à 10 330 watts. 10 330 watts. C'est bon? Donc voilà la puissance absorbée totale. Hein? N'allez pas écrire que cette puissance absorbée totale, elle est égale uniquement à UI. C'est faux, hein? Parce que vous devez ajouter à cette, c'est-à-dire à la puissance absorbée par l'induit, vous devez ajouter la puissance absorbée par l'inducteur. Donc ici, je trouve 10 330 watts. Hein? C'est simple, hein? Donc je pense que
c'est-à-dire il faut être méthodique, il faut y aller doucement, il ne faut pas, c'est-à-dire s'énerver, et puis il faut, c'est-à-dire comme j'ai dit, poser le problème d'une manière explicite, c'est-à-dire visible, hein, pour que vous puissiez, c'est-à-dire visualiser un peu ce que vous avez comme données. Alors la puissance absorbée totale, elle est égale à 10 330 watts. D'accord? Alors on va passer à l'autre question. Alors on me demande de calculer la puissance électromagnétique. Alors cette puissance électromagnétique, normalement, on peut la calculer de deux façons. Alors la puissance électromagnétique, on me dit de calculer la puissance électromagnétique. Alors tout dépend des grandeurs que j'ai. Si par exemple, j'ai des grandeurs mécaniques, cette puissance électromagnétique, normalement, c'est le couple électromagnétique qui multiplie la vitesse de rotation en radians par seconde. Si j'ai les grandeurs électriques, elle est égale à la force électromotrice multipliée par le courant I. Alors je vais voir ce que j'ai. J'ai la force électromotrice que je viens de calculer de 219 volts. J'ai le courant I qui est égal à 42 ampères, donc je vais utiliser, c'est-à-dire la formule qui me dit que la puissance électromagnétique, elle est égale à EI. Donc, elle est égale à 219 qui multiplie le courant 42 ampères et je vais trouver une puissance électromagnétique égale à 9198 watts. 9198 watts. C'est bon? D'accord? Donc, je vais noter ici la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique, elle est égale à 9198 watts. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler que vous devez connaître, c'est-à-dire les différentes formules que nous avons posées lors du bilan de puissance que nous avons fait pour le moteur à courant continu. Il y a certaines formules que vous devez les connaître par cœur, hein? Sinon vous n'allez pas vous en sortir. Bien, alors qu'est-ce qui est demandé encore? Calculer, c'est-à-dire la puissance utile. Alors, pour calculer la puissance utile, nous allons partir, c'est-à-dire si vous voulez, comme on avait pour le bilan de puissance. On avait la puissance absorbée, d'accord? La puissance électromagnétique, d'accord? Et ici, on sortait avec la puissance utile. Et bien sûr, ici, on avait les pertes Joule. Et ici, on avait les pertes collectives. Alors, on voit très bien que normalement, la puissance utile que je suis en train de chercher, la puissance utile, elle est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. Hein? Donc, elle est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. Je la sors d'ici. Ou si vous voulez, la puissance électromagnétique, c'est les pertes collectives plus la puissance utile. Donc, ce graphe de bilan, on l'a déjà vu, donc il vous facilite un peu le travail. Alors, la puissance utile, la puissance électromagnétique, je la connais, 9198, 9198. Les pertes collectives sont de 625 watts, moins 625, et je vais trouver une puissance utile qui va être égale à 8573. 8573 watts. C'est bon? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut connaître ces formules, il faut connaître le bilan des puissances, hein, pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, je marque ici la puissance utile, elle est égale à 8573 watts. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il me demandait encore? De calculer le couple utile et le rendement. Hein? Alors, pour calculer le couple utile, on connaît la puissance utile, hein, qui est de 8573.
Le couple utile normalement, hein? Donc je vais mettre ici le calcul du couple utile. Je vais partir à partir de la puissance utile. La puissance utile que je viens de déterminer, elle est égale au couple utile multiplié par oméga, qui est la vitesse en radians par seconde. De là, je vais écrire que le couple utile, il est égal à la puissance utile, d'accord, sur oméga. La vitesse que j'ai, elle est en tours par minute. Je sais que oméga, normalement, oméga, si je la transforme, c'est-à-dire la relation qui existe entre oméga radian par seconde et tours par minute, oméga, elle est égale à 2pi n1 sur 60. Ou si vous voulez, donc pi n1 sur 30. D'accord? Que je vais remplacer ici. Donc le couple utile va être égal à la puissance utile, d'accord, sur pi n1 sur 30. Elle est égale à 30 fois la puissance utile sur pi fois la vitesse n1. Elle est égale à 30 que multiplie la puissance utile qui est de 8573 divisé par 3,14, d'accord, et multiplié par N1 qui est 1200 tours par minute. 1200 tours par minute. Je vais trouver un couple utile, donc le couple utile, il va être égal à 68,25 newton-mètre. Voilà le couple utile. C'est bon, hein? Donc, je pense, hein, c'est facile. Alors, je vais marquer ici le couple utile. Je vais le mettre ici, TU égale à 68,25 newton-mètre. Alors, le rendement, bien sûr, c'est simple à calculer. Le rendement n'est rien d'autre que la puissance utile sur la puissance absorbée totale. Hein? Donc, le rendement. Alors, attention, je tire une petite parenthèse. Hein? Le rendement n'est jamais supérieur à 1. Parce que vous avez les pertes. Ça veut dire que le rendement, c'est-à-dire on extrait toutes les pertes. Ça veut dire que on ne peut jamais avoir un rendement supérieur à 1. Alors, le rendement, il est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée totale. Il est égal à 8573 divisé par la puissance absorbée totale 10 330, et je vais trouver un rendement égal à 0,82. Voilà le rendement de mon moteur. Il est de 0,82. C'est un rendement qui est bien. C'est bon. Donc, je le mets ici. Rendement égal à 0,82. C'est bon. Alors, je vais continuer. Donc, jusque-là, je n'ai fait qu'appliquer les formules qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on a vues lors des dernières vidéos. Hein, que vous n'avez qu'à les revoir. Bien. Alors, on me dit maintenant si le courant, si I, je vais appeler ça I2 si vous voulez, I2, là je vais l'appeler I1, si I2 égale à 30 ampères. Quelle est la nouvelle vitesse N2? Hein? N1 égale à 1200 tours par minute pour un courant en fonctionnement nominal 42 ampères. Si maintenant j'ai 30 ampères, quelle est la valeur, d'accord, de la vitesse? Alors, le courant, quand je vais changer, bien sûr, le courant, il a une relation avec la charge. C'est-à-dire, si j'ai une charge qui est importante, automatiquement, le courant, il est important et j'ai une certaine vitesse. Si je réduis la charge, je réduis le courant et automatiquement, je vais avoir une nouvelle vitesse. Alors, qu'est-ce qui va changer dans tout ça? Ce qui va changer, c'est la force électromotrice. Parce que la force électromotrice, d'accord, elle est égale à quoi? E
elle est égale à la constante K qui multiplie le flux, qui multiplie la vitesse oméga. Donc, puisque ici on me dit que, attention, excitation indépendante constante, ça veut dire que le flux que j'ai ici, il est constant, et c'est-à-dire la force électromotrice, donc elle a une relation avec, c'est-à-dire avec la vitesse oméga. Donc c'est-à-dire la tension ici qui est de 240 volts, elle va rester constante, et comme la tension E, elle est égale à E plus RI, d'accord? Ça veut dire que E que j'ai trouvé ici, que je vais appeler E1, j'avais trouvé qu'il était égal à E moins RI1 si vous voulez, elle était égale à 219 volts, d'accord? La tension va rester constante, 219 volts. Et puis, j'ai E2. E2, normalement, c'est la tension U moins RI2. Puisque je change de courant, je vais trouver une autre tension, c'est-à-dire une autre force électromotrice E2 qui va être égale à la tension 240 moins 0,5 qui multiplie l'ampérage, le nouveau ampérage, si vous voulez, qui est de 30 ampères. Donc là, vous voyez que la force électromotrice, elle va changer. Pourquoi? Parce que j'ai changé le courant. Avec un courant de 42 ampères, j'avais trouvé une force électromotrice que je vais appeler maintenant E1 de 219 volts. Avec un ampérage de 30 ampères et avec une tension qui reste constante, je vais trouver, c'est-à-dire une force électromotrice égale à 225 volts. 225 volts. Voilà E2. Elle est égale à 225 volts pour un courant I2 de 30 ampères. Donc, je vais le marquer ici. E2, d'accord? E2 égale à 225 volts. C'est bon. Alors, puisque, c'est-à-dire, je vais reprendre avec cette formule. Donc, je garde ici E2 225 volts. Donc, je vais revenir à cette formule ici. Comme nous avons, c'est-à-dire, ici, je marque E1, d'accord? E1 est égal à K fois le flux phi1 fois oméga 1. E2, d'accord, égal à K fois le flux phi2 fois oméga 2. Puisque excitation indépendante et constante, ça veut dire ici que j'ai K phi1 égale à K phi2. D'accord? K, c'est une constante, donc elle ne va pas changer pour les deux forces électromotrices. Phi1 égale à phi2. C'est le même flux. J'ai le même flux puisque c'est une excitation indépendante et on me dit ici constante. Ça veut dire que j'ai un flux qui est constant, il ne va pas changer. Et oméga à quoi est égal? Oméga, elle est égale à 2πn sur 60. D'accord? 2πn sur 60 également, c'est une constante. Elle ne va pas changer, ça veut dire, on peut dire, bon, ici c'est égal à 2π sur 60 et multiplié par petit n. Dans le cas de E1, ça sera N1, dans le cas de E2, ça sera N2. Ça veut dire, alors si par exemple, je fais, comment dirais-je, je change un peu les valeurs que j'ai ici. Je vais avoir E1, d'accord, qui va être égal à K fois phi, puisque c'est le même flux, multiplié par 2π sur 60 et multiplié par la vitesse N1. D'accord? Et E2 va être égal à K multiplié par le même flux, multiplié par 2π sur 60 et multiplié par N2. C'est bon. Alors, si je prends, par exemple, puisque K phi 2π sur 60, c'est une constante.
K ne va pas changer, le même flux, donc c'est le même flux que j'ai ici, K et K la même chose, et 2 pi 1 sur 60, 2 pi 1 sur 60. Alors si je divise E1 sur E2, qu'est-ce que je vais avoir? Si je divise E1 sur E2, donc E1 sur E2 va être égal. Donc je vais simplifier tout cela, donc je vais simplifier K par K, phi par phi, 2 pi 1 sur 60 par 2 pi 1 sur 60, et il va me rester N1 sur N2. N1 sur N2. Donc voilà, c'est-à-dire la relation qui va exister entre c'est-à-dire les forces électromotrices et les vitesses de rotation, d'accord? Donc je suis en train de chercher N2. N2 va être égal N2 va être égal, d'accord, à E2 N1, E2 que multiplie N1 sur E1. Va être égal, E2, c'est combien? E2, c'est 225 volts, 225 multiplié par 1200, la vitesse N1, divisé par E1, qui est égal à 219, d'accord? Et je vais trouver une vitesse de rotation égale 132,8 tours par minute. Voilà la vitesse N2. Donc on remarque que cette vitesse N2, elle est supérieure à la vitesse N1 qui est de 1200 tours par minute, c'est normal. Plus, c'est-à-dire je soulage mon moteur, ça veut dire je diminue l'ampérage et plus le moteur va accélérer un peu plus. D'accord? Plus je le charge, ça veut dire j'augmente l'ampérage et plus mon moteur il va ralentir. C'est pour ça que je trouve une vitesse N2 qui est légèrement supérieure à la vitesse N1. Donc je vais marquer ici N2 qui m'est demandé. N2 égale à 1232,8 tours par minute. C'est bon? Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut passer, d'accord, d'une vitesse à l'autre en changeant l'ampérage à l'entrée de mon moteur. Alors on va calculer maintenant le couple utile avec cette nouvelle vitesse. Je sais que, c'est-à-dire la puissance utile, je vais l'appeler prime, d'accord, elle est égale au couple utile prime multiplié par oméga prime, si vous voulez, la nouvelle vitesse. De là, je vais tirer le couple utile que je suis en train de chercher. Il est égal à la puissance utile sur oméga. D'accord? Et la puissance utile, on a vu tout à l'heure, la puissance utile, normalement, elle est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. La puissance électromagnétique, je vais la calculer, c'est-à-dire elle est égale à E', ou bien si vous voulez E2, qui multiplie le courant I2 moins les pertes collectives qui ne changent pas, qui sont de 250 watts. Elle est égale E2, normalement c'est 225, multiplié par I2, 30 ampères, d'accord, moins 625, les pertes collectives, 625, d'accord, et je vais trouver une puissance utile, la nouvelle puissance utile qui va être égale à 6125 watts. 6125 watts. D'accord? Donc de là, je vais pouvoir tirer, c'est-à-dire le couple utile. Donc le couple utile, à quoi va être égal? Il va être égal à la puissance utile de 6125, d'accord, divisé par oméga de pi n2 sur 60, donc ça va être égal, donc si je me simplifie par 2 par 60, ça fait 30, ça veut dire que je vais multiplier par 30 ici, et je vais diviser par 3,14, qui multiplie la nouvelle vitesse n2, qui est de 1232,8. 1232,8. Et je vais trouver un couple utile qui va être égal
un couple utile qui va être égal à 47,48 Newton-mètre. Donc vous voyez, le couple, c'est-à-dire il a diminué énormément. Donc on est passé, c'est-à-dire de 68,25 pour un courant de 42 ampères à 47,48 pour un courant de 30 ampères. Donc c'est une chute qui est importante. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire que le couple, à chaque fois qu'on va soulager la machine, nous allons avoir un couple qui est faible et c'est tout à fait normal. Donc, on va calculer maintenant, si vous voulez, le rendement de ma machine, de mon moteur, si vous voulez, avec les nouvelles données. Donc, je viens de reporter ici la puissance utile avec l'ampérage de 30 ampères. Elle est de 6125 et je viens de trouver un couple utile qui est égal à 47,48. Alors, le rendement maintenant de mon installation. Alors, le rendement de mon installation, bien sûr, le rendement, il est égal à la puissance utile, prime, d'accord, sur la puissance absorbée totale, prime. Puisque maintenant, j'ai 30 ampères. Alors, la puissance absorbée totale, P absorbée totale, prime, elle est égale à U, I2 si vous voulez, puisque j'ai changé d'ampérage, plus la puissance absorbée de mon inducteur. Elle est égale à 240, d'accord, multiplié par 30 ampères, plus la puissance absorbée qui est de 250 watts. Et je vais trouver une puissance absorbée totale, la nouvelle puissance absorbée totale égale 7450 watts, 7450 watts. Donc avec ça, je vais pouvoir calculer le rendement qui est égal à la puissance utile 6125 divisé par 7450. Je vais trouver un rendement égal à 0,82. Donc le rendement, il n'a pas changé, il est resté le même. Donc voilà, si vous voulez, un peu la résolution de cet exercice. Alors, ce que je vous demande, bien sûr, c'est de revoir surtout, c'est-à-dire la vidéo où je parle c'est-à-dire du bilan de puissance pour le moteur à courant continu et d'assimiler les différentes formules concernant, d'accord, ce moteur à courant continu. Comme ça, vous allez, c'est-à-dire vous en sortir facilement. Et puis, bon, pour le cheminement c'est-à-dire des exercices, c'est-à-dire comment résoudre les exercices, c'est pratiquement la même chose. Donc, on va revoir un autre exercice la prochaine fois et vous allez assimiler encore mieux. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire. On se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie et au revoir.